Lancée officiellement le 4 octobre dernier par le chef de l'État, la carte d'identité biométrique de la CEDEAO n'a pas encore vu le jour à Ziguinchor au moment où les autres régions ont déjà commencé la confection, une situation très inquiétante pour la plupart des populations. Ça, c'est la faute de nos leaders et surtout l'État du Sénégal. Ils savent pertinemment que Ziguinchor est tellement désenclavé et ça fait exactement 400 et quelques kilomètres de la capitale. Ils devaient normalement, s'ils prennent Dakar d'abord, normalement Ziguinchor devait être la deuxième région, être d'abord concernée vis-à-vis de la situation géographique. En ce qui concerne les autres localités, je crois que c'était le 2 novembre que ça devait être effectif pour les régions. Et jusqu'à présent, on tarde à avoir le démarrage de ces inscriptions-là, ce qui inquiète plus ou moins la population. Et dans ce sens, on ne comprend pas, on n'a pas aussi une information exacte sur le déroulement, sur le calendrier de ces inscriptions. Ce qui inquiète en plus les populations. D'ici 6 mois, la confection de ces cartes biométriques sera gratuite. Passé ce délai, tout citoyen désirant acquérir cette nouvelle carte devra payer 10 000 francs, une somme jugée très élevée par la plupart des Sénégalais. Les 10 000 francs, ce n'est pas normal. Les 10 000 francs, ce n'est pas normal parce qu'un État, l'État est souverain. Quand l'État est souverain, ce qu'on fait, c'est l'État qui demande à la population. Mais l'État aussi doit mettre sa main pour arranger le coût social de tous les Sénégalais. 10 000 francs, c'est trop cher. Ils peuvent réduire ça jusqu'à 1 000 francs. Ça aussi, c'est un peu inquiétant. Du moins que l'obtention d'une carte d'identité nationale, c'est un droit fondamental même. Là, vous ne pouvez pas exiger les personnes qui n'ont pas de carte d'identité de payer pour obtenir cette pièce-là. C'est l'État qui doit faire en sorte que tout citoyen puisse disposer de cette pièce d'identité-là. Aujourd'hui, beaucoup de Ziguinchorois attendent avec impatience le démarrage des opérations pour acquérir ce précieux sésame. Créées en 1617 à Rome, les sœurs piaristes se sont déportées d'abord en Espagne, puis installées en France à partir de 1936. Leur fondateur, Saint Joseph de Caleçons, désireux d'apporter une solution à la misère des enfants, crée la congrégation des pauvres clercs réguliers de la Mère de Dieu pour les écoles Pie. Aujourd'hui, cela fait 50 ans qu'elles sont au Sénégal, avec comme charisme toujours d'accompagner et de se consacrer à la formation des enfants. Les moments forts de ce jubilé d'or ont été caractérisés par un pèlerinage à Notre-Dame de Popenguine le 19 juin 2016 et par une messe jubilaire célébrée le samedi 5 novembre à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor en présence de son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène et de son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba qui a présidé cette messe. En célébrant le jubilé, nous nous tournons résolument vers le Seigneur pour lui rendre toute grâce. Pendant toutes ces années, et en ce jour de fête, vous avez cherché à être fidèle à l'esprit de votre mère fondatrice, Mère Paula Moncal, qui a vécu une vie livrée dans l'amour jusqu'au bout. Par les plus petits, à la suite de Saint Joseph de Caleçons. Depuis leur arrivée au Sénégal, les sœurs piaristes se sont investies sans tarder dans l'éducation des enfants et la promotion féminine. Au Sénégal, elles sont présentes à Ziguinchor, à Kolda et à Dakar. La présence massive des fidèles à cette messe d'action de grâce témoigne de l'ampleur de leur engagement. Je suis une ancienne de la congrégation des sœurs piaristes. Oui, je me réjouis de cette fête
des cinquantenaires, des sœurs présentes au Sénégal. Et depuis 50 ans, la famille piariste continue de susciter l'intérêt des jeunes filles qui s'engagent à la suite du Christ et qui confortent leur présence au Sénégal. C'est une grande joie qui déborde du cœur par rapport à ce choix fait au Seigneur. Je suis très contente de cet événement. Et je dirais aussi merci à toutes ces sœurs qui m'ont pu accompagner pendant des années. Et c'est ce qui déborde en ce jour, à mon cœur, une grande joie. Rappelons que cette congrégation a commencé son implantation au pays de la Teranga le 1er novembre 1956 à Djembéreng suite à l'appel de Monseigneur Prosper Dodds pour sauver les familles, les enfants et les jeunes. Cette congrégation, qui a pour objectif principal de s'approprier la figure du serviteur souffrant pour le développement intégral de l'homme et de tout l'homme. Un autre aspect important, aujourd'hui beaucoup de moyens sont en train de converger vers l'école. Les financements CAC, les contrats d'amélioration de la qualité, les financements, les subventions écoles, à travers une structure qu'on appelle le comité de gestion des écoles. Et il a vu la nécessité de renforcer ce comité de gestion, mais d'accompagner ce comité de gestion dans la gestion saine de l'école, parce que ce cadre est un cadre fédérateur pour l'ensemble des partenaires qui interviennent autour de l'école à la base. Et je tiens à le remercier et dire que l'IF de Ziguinchor est tout à fait consciente de l'effort que la mairie est en train de mener pour améliorer les conditions, parce que les défis étant énormes en termes d'abris provisoires, mais il y a effectivement des projets qui sont initiés au niveau de la mairie. Et ensemble avec les projets d'autres partenaires tels que le PAEPK et le PACEP, nous pensons que ces abris seront résorbés le plus rapidement possible. Times Square à l'heure de l'élection présidentielle. Plus que jamais ce soir, New York sera le centre du monde. Les deux candidats y habitent et y ont installé leur QG à Manhattan, à quelques minutes l'un de l'autre seulement. Notre reporter a demandé leur avis aux New-Yorkais sur les deux candidats. Donald Trump travaille pour les gens, dit cet homme, pas pour les femmes, les noirs, les latinos ou pour n'importe quelle autre minorité, mais pour l'Amérique d'abord. Les candidats ont beau tous deux se revendiquer new-yorkais, aucun ne semble emporter vraiment l'adhésion des habitants, même si l'État de New York penche traditionnellement du côté démocrate. Il a été en activité dans cette ville pendant 40 ans, il s'est montré arrogant, autoritaire et au-delà de tous ses défauts, il est nul, dit cet homme au sujet de Donald Trump. À Manhattan, on trouve très peu d'affichage indiquant la proximité du scrutin, signe d'un manque d'enthousiasme. Et qu'en pensent les touristes ? Ce ne sont pas les deux meilleures alternatives, dit cet Espagnol. Il y a Trump qui est bizarre, avec des idées bizarres, donc Hillary est un moindre mal. Je pense que c'est le meilleur choix, mais elle n'est pas du tout la meilleure candidate. À Times Square, une foule devrait assister à la soirée électorale qui sera retransmise sur écran géant. La police se prépare pour un éventuel chaos. C'est un moment crucial. Finalement, les Américains vont choisir leur prochain président parmi les deux candidats les moins populaires de l'histoire. La course ne sera terminée qu'une fois tous les bulletins dépouillés. Pendant que Donald Trump sillonne le pays en quête du chemin de la victoire, Hillary Clinton cherche à accumuler les soutiens dans les États acquis. Donald Trump a l'enthousiasme et Hillary Clinton dispose de l'organisation pour l'emporter. Trump peut-il arracher une victoire bâtie sur la colère? Hillary Clinton peut-elle devenir la première femme présidente? Nous aurons enfin la réponse dans quelques heures seulement. First in the Nation, le premier du pays. Le petit hameau montagnard de Dixville Notch tient à son sobriquet. Depuis 1960, c'est la première localité qui vote le jour de l'élection présidentielle américaine. Ils étaient 7 électeurs à mettre leur bulletin dans l'urne dès minuit, car selon la loi du New Hampshire, les villages de moins de 100 habitants peuvent ouvrir les urnes à minuit, les refermer et dépouiller les bulletins dès que tout le monde a voté. Les résultats ? Hillary Clinton bat Donald Trump 4 votes à 2.
Au total, dans les 3 localités du New Hampshire, comptant moins de 100 habitants, Trump a battu Clinton par 32 voix contre 25. Pour les résultats nationaux, il faudra attendre ce soir de connaître le choix de 225 millions d'autres Américains. Les étudiants de l'université de Benghazi en Libye ont récemment reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie organisée selon la pure tradition universitaire. C'est la première remise de diplôme dans cette université située à l'est du pays après 2 années de fermeture causées par le conflit armé qui secoue la Libye. Au milieu des bâtiments en ruine de leur campus, les récipiendaires expriment leur désolation. Honnêtement, je trouve cela déconcertant. Après avoir vu l'ampleur des dégâts causés à cette université et la quantité de déchets qui ont été laissés à la suite de la guerre contre le terrorisme dans notre campus. C'est malheureux ce qui nous est arrivé à Benghazi et surtout dans notre université. C'est l'année dernière que les étudiants de Benghazi ont repris les cours, mais sur un autre site, leur campus ayant été transformé en champ de bataille. Comme vous pouvez le constater, nous avons découvert tous ces déchets que nous avons commencé à rassembler dans les collèges. Vous avez également vu les mines terrestres que nous avons collectées et désarmées dans plusieurs campus universitaires et dans les couloirs où elles ont été placées pour arrêter tout intrus. Les stigmates du conflit sont encore visibles dans cette université libyenne fondée en 1995. Néanmoins, ces étudiants restent optimistes et espèrent un avenir meilleur.